Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et ce soir on va travailler sur la chimie organique et on va travailler plus spécifiquement sur donc les effets mésomères, hybrides de résonance, effets inductifs et acidité des molécules. Ça fait suite à la dernier stream court, la dernière vidéo où on avait fait du coup nomenclature en chimie organique avec les fonctions de base et les fonctions spécifiques, ainsi que la stéréoisomérie. Je vous encourage bien entendu là c'est par là, à regarder bien sûr la vidéo, d'accord, je vous la mettrai là. Ok, voilà, donc ça c'est super important. Donc qu'est-ce que c'est tout ça, hybride de résonance, tout ça. Alors avant de parler de tout ça, il faut que vous compreniez les concepts, d'accord. Donc un concept basique, c'est comment on définit en fait un caractère ionique d'une molécule. On va commencer par ces petits points-là, parce que c'est des points de rappel qui sont essentiels, qui me semblent en tout cas essentiels pour que vous puissiez comprendre par la suite comment on fait un hybride de résonance. D'accord? Donc concrètement, ce qu'on appelle ça, c'est ce qu'on appelle les effets électroniques. D'accord? En fait, dans une molécule qui est normalement neutre, hein, normalement elle est neutre, okay, on va avoir une densité électronique qui ne va pas forcément être homogène. Tout ça va dépendre des types d'atomes qui vont le constituer la molécule. D'accord? C'est là qu'on pourra parler de polarité d'une liaison, d'accord? Donc vous avez des liaisons covalentes, là en gros c'est quelque chose qui est totalement homogène, et vous avez une liaison qui est solide, d'accord? Qui est solide, qui est très difficile à couper. Au contraire, lorsque j'aurai des liaisons ioniques, donc là c'est pas compliqué, ça veut dire qu'il y a un nuage électronique, une électronégativité plus importante sur un atome qu'un autre, et donc du coup ça vous donne un caractère ionique, donc plus facilement cassable, d'accord? Et donc ce qu'il faut retenir, hein, grosso modo, c'est ce petit tableau-là qui vous donne en fait les éléments de caractère ionique. À partir du moment où vous avez voilà, ce genre d'atome dans une molécule, vous avez une électronégativité qui va se mettre en place. On parle notamment du fluor, du chlore, du brome et de l'iode, hein, qui sont les éléments les plus électronégatifs. Et puis de l'autre côté, on a les atomes les plus électropositifs. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Et donc, si on associe les deux extrémités, forcément, on va créer des liaisons de plus en plus ioniques, extrêmement ioniques. C'est ce qu'on appelle l'échelle de Pauling, ça. D'accord? C'est l'échelle de Pauling. On l'a vu la dernière fois. Ok? Donc, ça, à maîtriser. Une fois qu'on a compris ça, on peut définir ce qu'on appelle un effet de type inductif. D'accord? Alors, je vais vous montrer, c'est vraiment pas compliqué. Là, aujourd'hui, je vous fais les bases de ça. Si vous retenez ça, vous avez tout compris sur les effets inductifs, puis après, par la suite, les effets mésomères. D'accord? C'est ça qui est important, c'est de comprendre les concepts. Ok? Alors, du coup, à gauche, là, ici, j'ai représenté une molécule avec des oxygènes. On a de l'azote, du chlore, du brome, de l'iode. Ok, on peut avoir un radical comme ça. Ok? Il faut savoir qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Et puis de l'autre côté, on a des métaux. D'accord? Mg2+, Li2+, Ca2+, etc., etc., du fer2+. Ok? Il faut qu'on arrive à définir tout ça. Alors, vous avez un concept de base qu'il faut bien comprendre, c'est les effets qu'on dit inductifs donneurs et les effets inductifs attracteurs. D'accord? Il faut comprendre ça. Et bien, classiquement, les effets inductifs donneurs sont les métaux. D'accord? Donc là, c'est les donneurs. Et après, bien sûr, je vais vous expliquer comment ça se passe. D'autre côté, bien sûr, ce sont les attracteurs. Donc donneur de quoi? Donneur d'électrons, forcément. Okay, ils vont donner des électrons, ça c'est les métaux. Et puis attracteurs, ils vont faire attirer les électrons vers eux. C'est normal, d'accord? Donc on va les noter ici I+, d'accord? Plus I. Et puis d'autre côté, on le mettra moins I. Voilà. Ça déjà, rien que ça, c'est la base. Alors, je pourrais un petit peu élargir ma liste. Je vais vous le faire tout de suite, comme ça c'est fait. On a les métaux, mais on a aussi tous les groupes alkyles, d'accord? Qu'il faudrait nommer également. C'est tout ce qui va être CH3, C2H5, etc., etc. Ok? Tout ce qui est à partir de chaînes de carbone. Et puis de l'autre côté, j'ai mis l'oxygène, l'azote, le chlore, le brome, l'iode. Je pourrais rajouter par exemple HO-, je pourrais rajouter NH2, je pourrais rajouter CN-, NO2-, enfin, etc., etc. Je peux en rajouter plein, il y en a plein comme ça à connaître. Ok? Une fois que vous avez compris ça, ce qu'il faut comprendre, c'est dans quel sens on va mettre les flèches. Ça, c'est un truc que vous galérez chaque année. Je peux le comprendre et le concevoir totalement. Moi-même, j'ai galéré pendant très longtemps. C'est comment ça se passe. Et bien, grosso modo, voilà. Ce que vous devez retenir sur le sens.
Un effet inductif donneur, en fait, vous partez de votre alkyle par exemple, et bien lui forcément il va donner, c'est-à-dire qu'il va écarter les électrons vers l'extérieur. Au contraire, si on a un effet inductif attracteur, dans ce cas-là, le composé A, là, qui va par exemple être, je sais pas, un ion hydroxyde, va plutôt attirer les électrons vers lui. Ok? C'est tout à fait logique. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre le reste du travail sur notamment l'acidité et comment ça se passe. Alors je vais vous mettre quand même une petite échelle. Ok, je suis sympathique, je vous mets l'échelle, comme ça au moins vous l'avez en tête et vous savez dans quel ordre ça se passe en termes de puissance. C'est une échelle que vous devez bien entendu connaître. C'est-à-dire que vous avez les effets I- de droite à gauche, ok. Donc après, il y a une astuce pour aller très vite, hein, pour ne pas se tromper. C'est assez simple en fait. Hein. Donc on a NHR, OR, R c'est des radicaux. Hein. On va avoir fluor, chlore, brome, iode, ça ce sont les halogènes, NO2 et NR3, ok, avec un radical. Ça c'est les effets I-, et les effets I+. Dans l'ordre croissant, on va avoir Cr3, CHR2, CH2R, CH3, et après tous les métaux. Donc, comment on fait pour retenir ça, sans s'embêter? C'est simple. Vous retenez que I+, ce sont les alkyles et les métaux, c'est tout. Et vous avez la déduction des autres. Ok, vous avez ça en tête après, direct. Ok, sans vous embêter de ouf. Ok, ça va? Ça, c'est important. C'est important à maîtriser ça parce que clairement, si vous avez ça en tête, vous êtes des winners. Ok. Alors, maintenant que vous avez compris le concept là, il y a un truc qu'on va vous poser tout le temps en question. C'est comment on fait pour déterminer l'acidité d'une molécule par rapport à son effet inductif. Et c'est là qu'il va falloir comprendre le concept. Le concept, il est extrêmement simple. C'est juste qu'il faut le comprendre. C'est ça, c'est moins évident. Alors, je vous montre. C'est comme ça que ça se passe. On va prendre trois molécules qui se ressemblent, bien entendu. Alors là, j'ai pris un acide carboxylique. C'est beaucoup plus simple pour expliquer dans un premier temps. Et j'ai mis trois composés radicaux différents. Okay, donc on a un CH3 ici, on a un H2 basique ici, et un ClCH2 ici. D'accord? Et donc, comment on va donner l'acidité de la molécule en fonction de l'effet inductif? C'est ce qu'on va regarder. En fait, si on a compris le classement d'avant, on va comprendre ce qui se passe là maintenant dans la molécule. CH3 confère un effet I+, okay, il est donneur. Donc, s'il est donneur, il va tendance à écarter ses électrons pour aller le donner vers l'oxygène qui est ici. Ça paraît tout à fait logique. Okay, donc, le pKa, là, il est de 4,7. Là, donc ça c'est acide formique, on a du H. Le H, c'est quelque chose qui est globalement neutre, d'accord, dans le classement. Donc, il n'y a pas d'effet I+, pas d'effet I-. Ok, pas du tout d'effet du tout. Après, on va avoir un composé avec CH2 et Cl. Donc là, le chlore, il confère un effet I-, d'accord. Donc, il attire les électrons vers lui. Donc, c'est simple. L'oxygène qui est là va venir donner ses électrons au carbone, puis au chlore, d'accord. Ce qui confère finalement un pK plus petit, 2,8. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir? Et c'est tout à fait logique, et ça, c'est des pièges de QCM classiques. Donc à connaître, hein, bien sûr, les groupements alkyles. Les groupements alkyles, d'accord, ils induisent un effet plus I, d'accord, qui diminue l'acidité, d'accord, et donc le pKa augmente. Ok, le pKa augmente. Au contraire, on a les halogènes. Donc les halogènes, eux, confèrent un effet I-. Eux, ils vont augmenter l'acidité, donc ils vont diminuer le pK. Ok, ça va? Si vous avez compris ce concept-là, vous êtes sûr à quasiment 100% d'avoir des questions là-dessus, et après, derrière, vous serez bien sûr tranquille. Ok? Voilà. Alors vous allez me dire, ok, c'est super ça, mais comment je fais concrètement pour m'en rappeler sur qui est donneur, qui est attracteur, sur toute la liste en fait? Quelle est la liste, hein? C'est ça qu'il faut retenir. Comment on fait? Bon, c'est pas compliqué, je vous la donne la liste. Et après, je vous montre comment on la prend. Ok? Alors, voici la liste des effets inductifs. Alors, concrètement, comment on fait pour retenir cette liste sans, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, comment faire pour éviter de s'emmerder avec ça? Alors, c'est assez simple. Tout ce qui est donneur, je vous ai dit, c'est des groupements alkyles. Donc, ça va être Cr, CHR2, CH2R, CH3, etc., etc. Et vous avez deux exceptions. Vous avez COO- qui est un alcoolate, un acide
bah, éthanoate, quoi, par exemple, et au moins, d'accord. Voilà. Alors que les autres, bah, c'est le reste. C'est le reste, ok. Alors après, on essaye de comprendre un peu comment ça marche, hein, et on voit bien qu'ici, on retrouve nos halogènes, on retrouve notre acide carboxylique, on va retrouver des fonctions de type éther, cétone, des thiols, des trucs comme ça, des OH, on va retrouver des esters. Voilà, on a les ions cyanure, donc c'est nitrile, NO2, NH3+, NR3, NR3+, enfin voilà, tous les trucs comme ça. Donc, c'est facile à retenir finalement. Vous apprenez la case de gauche, la colonne de gauche, les donneurs plus, et après vous êtes tranquille. Ok, ça va? Ça, c'est bien à maîtriser. Une fois que vous avez compris ça, on va travailler maintenant sur les effets mésomères. D'accord? C'est la chose que vous devez maîtriser. C'est vraiment quelque chose que vous devez absolument maîtriser, et le plus tôt possible. Je vais me mettre par là. Voilà, comme ça je pourrais travailler tranquille. Alors les effets mésomères. Les effets mésomères. Alors les effets de mésomères, c'est quoi l'objectif? Alors l'objectif en fait c'est la délocalisation des électrons. D'accord? L'idée c'est de délocaliser les électrons. D'accord? Ça, jusque-là, normalement, on comprend le concept. Le plus difficile, je trouve, là-dedans, finalement, ça va être de comment on le fait, en fait. C'est ça qu'on va essayer de voir ensemble, ok? C'est ça qui est important. Alors, pour les effets mésomères, ça concerne, et ça, c'est important de le savoir, tout ce qui va être électron pi, d'accord? Tout ce qui va être doublé d'électrons libres, d'accord? Doublé des électrons libres, et bien sûr, ça va être lié aux charges. Donc ça, c'est ce qui permet de faire les effets mésomères. Sans ça, on ne peut pas. Alors, vous avez plusieurs manières de dessiner, je dirais, les effets mésomères. Alors, je vais vous mettre un truc qu'on aille un petit peu plus vite, un petit screen, comme ça, vous avez un exemple sur comment on fait, en fait, pour délocaliser tout ça. C'est pas forcément un truc hyper compliqué, mais c'est vrai qu'on peut aller soit à gauche, soit à droite. On peut facilement se tromper et ne plus savoir où on en est, quoi. C'est ça la difficulté. Alors, je vous ai pris plusieurs exemples. Donc, le premier exemple, vous avez ici, en fait, deux doubles liaisons. Donc, bien sûr, pour pouvoir délocaliser les électrons, vous devez absolument avoir, ok, des doubles liaisons. C'est super important. L'un avec l'autre, c'est-à-dire double liaison, liaison simple, double liaison. Ok. Ensuite, on délocalise. On délocalise. Voilà, c'est-à-dire qu'on va mettre une flèche d'une double liaison vers la liaison simple et de l'autre double liaison vers le carbone. Ça vous donne finalement ici un plus, une double liaison au milieu et ici un moins avec un doublé. D'accord? Donc bien sûr, à bien maîtriser sur la manière de faire. Ok? La scène de base, il est plus M. Ok? Donc on va retravailler ça après. C'est-à-dire qu'il est mésomère donneur, donc à gauche, et mésomère attracteur à droite. Voilà. Ok, sur sa propre molécule. Je prends un autre exemple. Ici, on va avoir une double liaison, un oxygène en plein milieu. D'accord? Donc c'est un groupement méthoxy, OCH3. Et puis, comment ça se passe? Comment ça marche? Et bien en fait, c'est l'oxygène qui prime. Hein. L'oxygène, il va attaquer la liaison simple, et ça va forcément forcer la double liaison à aller vers le carbone de gauche. Donc ça vous permet d'avoir ici une double liaison, un plus parce qu'il y a un déficit, et un moins avec un doublé libre. Bien sûr, vous devez absolument et bien comprendre ça, c'est lorsque vous créez un moins, il y a un plus qui apparaît forcément à gauche pour que globalement ça soit neutre, c'est logique. Ok? Donc ça c'est bien sûr à bien maîtriser. Autre exemple, on a ici une double liaison, d'accord? Et on a une petite lacune, c'est-à-dire qu'on a un plus qui se balade, donc un déficit d'électrons. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Tout simplement, votre double liaison peut venir attaquer la liaison du carbone, d'accord? Et après, ça permet de créer une double liaison là, et recréer une lacune à gauche, donc avec un manque d'électrons sur le côté là, ok? En échangeant. Un échange tout simple, ok? Ça forme ce qu'on appelle un carbocation, voilà. C'est un truc qu'il faut maîtriser, à savoir faire des gauches-droites. Ça c'est difficile, je trouve, au début. Et ensuite, on a aussi la même stratégie avec, par exemple, un doublé d'oxygène, puis un plus. Voilà. Pareil. On peut prendre un doublé qui va venir attaquer la liaison. Ça vous fait une double liaison. On aura un déficit en plus. Et puis ici, derrière, on aura un doublé libre. OK?
Voilà, donc ça c'est super important de bien maîtriser comment on fait en fait la mésomérie. Alors, il y a plein d'exemples comme ça, on va en faire quelques-uns, hein, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est déjà le concept des flèches, comment ça se passe, c'est super important, ok? Alors, si vous voulez, je peux vous donner, vous redicter un peu quelques règles qui me semblent essentielles. Comment on peut faire pour que les règles fonctionnent par rapport à la mésomérie? Alors, déjà, truc tout bête, mais les formes mésomères, ils vont conserver le même nombre d'électrons. D'accord? Il y aura toujours le même nombre d'électrons. Ça, c'est important, ça paraît tout à fait logique, hein. Il n'y a pas de perte. Ensuite, les charges qui sont présentes sur les atomes doivent être en accord avec leur électronégativité. D'accord? Donc, accord par rapport alors avec leur électronégativité. Ok, je mets E- pour électronégativité. Les charges doivent être les plus éloignées possibles et les structures seront donc de nature covalente. D'accord? Donc les charges doivent être les plus éloignées possibles. Ok? Ensuite, les deux formes limites qui vont être séparées par une flèche de mésomère, c'est-à-dire que vous allez avoir une double flèche qui va apparaître et ça ne doit pas être confondu avec une autre type de flèche. En gros, en mésomérie, les formes limites, la double flèche, c'est ça. Alors que si je mets une flèche comme ça, ok, ou une double flèche comme ça, par exemple, ça c'est une réaction chimique. Ok, c'est un équilibre. Ce qui n'a pas du tout lieu dans les effets mésomères. C'est pas le même concept. D'accord? Voilà. Et les centres nucléaires, ils doivent être ce qu'on appelle coplanaires. Ça, ce sont les règles pour réaliser la mésomérie. On peut vous demander ça en QCM comme rappel de cours. D'accord? Donc à bien maîtriser. Ça va? Alors, il y a deux choses qu'il faut retenir. Les effets mésomères, les effets inductifs, c'est pas le même concept, hein. On va regarder un peu le détail. C'est quoi la différence? Comment ça se passe? Les effets inductifs et les effets mésomères, ils peuvent se trouver en conflit, hein, en se mettant en fait sur les mêmes sites. C'est là que ça devient difficile. Donc il va falloir que vous maîtrisez quand est-ce qu'on utilise les effets mésomères en priorité par rapport aux effets inductifs. En général, les effets mésomères sont plus forts que les effets inductifs, car les charges qui créent, hein, elles sont supérieures en valeur absolue. Okay, c'est le terme qu'il faut retenir. Okay, donc là, ce que je vais vous présenter tout de suite, là, c'est déjà la liste des formes. On va d'abord faire le classement des effets mésomères. Ok, donc là, je vous mets un petit tableau avec bien sûr le classement des effets mésomères. Voilà. Donc là, concrètement, on a, comme pour les effets inductifs, on a les moins M et les plus M. Donc les moins M, vous allez trouver tout ce qui va être CN, donc nitrile, CONHR, c'est-à-dire les amides, les COR, les esters, les COR, les éthers, les organes sulfurés, et les NO2, okay, les nitros, tout ça. Alors que de l'autre côté, on va retrouver des composés lambda avec des OCOR, des NHR et des OR. D'accord? Alors, pour pouvoir retenir ça, c'est assez simple en soi. C'est-à-dire que je vous les mets tout de suite. C'est comme pour les effets inductifs. Il y a une liste à apprendre par cœur. Et il faut trouver une stratégie pour les connaître sans s'embêter. Alors, pour les effets donneurs, en fait, on va essayer de décortiquer. Vous allez comprendre comment on fait par la suite pour les apprendre. Regardez bien, à gauche, j'ai quasiment pas de carbone. Alors qu'à droite, j'ai que des carbones, quasiment. Donc, bien sûr, il y a toujours pareil, il y a des exceptions qu'il faut connaître. À gauche, quand même, on a O-, S-, NR2, NHR, NH2, NHCOR. Donc, on a tout ce qui est lié à des azotes. Okay. OR, OH, OCOR, SR, SH, brome, iode, chlore, fluor. Donc, ceux-là font partie des mésomères M+. Voilà. On a les composés R et AR. Ok, jusque-là, ok. La question, c'est comment faire pour retenir ça facilement. Bon, on va essayer d'aller décortiquer à droite. Hein. En fait, on remarque que si je prends que les carbones, on a CHO, donc les aldéhydes, COR, donc les éthers, les esters, les acides. Ok, on a des composés amides de différents niveaux. Voilà. Donc on a beaucoup de C finalement. Et on a quelques exceptions. On a NO2, NO,
AR, donc qui est à peu près le même concept. Donc celui-là, vous l'aurez jamais, forcément, c'est un peu trop dur. On a CN. CN, c'est un composé nitrile. On a les sulfurés. Voilà. Et c'est comme ça qu'on retient finalement. Donc finalement, pour les effets mésomères, retenez la partie attracteur, c'est le plus facile. Donc tout ce qui est à partir de carbone, et puis ensuite tout ce qui est NO2, NO, CN, et puis tout ce qui est sulfuré. Voilà. Voilà un peu comment on retient le tableau en 2-2. Alors après, bien sûr, il faut s'entraîner sur les machins là pour qu'on puisse être au taquet. Hein. C'est évident. Ok, ça va? Alors, maintenant que vous avez compris le concept là, on va essayer de travailler sur déjà, on va faire un exemple. Hein, comment on fait des formes mésomères, comment on les écrit. Hein, ça, c'est important. Alors, je vais vous faire un exemple, on va le dessiner ensemble. C'est pas des trucs vraiment compliqués, mais c'est vrai que ça peut être demandé et c'est un peu galère au début. Hein. Alors, on va prendre... Déjà, je suis obligé de vous prendre forcément un truc avec des benzènes, pas parce que j'aime, mais parce que les profs adorent vous mettre des trucs comme ça. Et on va mettre ici un moins, hop, hop, hop. Ok, qu'est-ce que j'ai dessiné là? C'est un ion phénolate. Ok, donc ça c'est un ion phénolate. Combien y a-t-il de formes mésomères dans cet ion phénolate? C'est la question qu'on se pose. Alors, comment on fait pour commencer à créer des formes mésomères? Première chose, on remarque qu'il y a un moins. D'accord? Et bien forcément, il va y avoir une action à l'arrière. En général, et c'est normal, on va prendre un des doublés. Ce doublé va venir attaquer la liaison simple entre le carbone et l'oxygène. Ça va forcément forcer cette partie-là à aller sur le carbone là. D'accord? Donc ça vous fait, et regardez bien comment j'ai écrit mes flèches, hein. Ok, double flèche comme ça. Une autre forme. Donc j'écris la forme. Donc alors, je vais faire gaffe et je vais enlever tout de suite ce que je n'ai pas besoin. Voilà. D'ailleurs, on va bien le mettre tout de suite. Voilà, donc là, j'ai celui-ci et celui-là qui se conservent. Ce qui se passe en fait, c'est que là, je vais avoir ici un moins qui va venir apparaître. Donc ici, j'ai une double liaison, un oxygène et deux doublés. D'accord? Ici, j'ai un doublé forcément qui se crée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mon doublé, il va venir attaquer la liaison ici. Et puis du coup, derrière, on va avoir... Hop, on rattaque sur le carbone. Ok? On délocalise. Première forme mésomère, c'est ça. Ok? Ça va sur cette partie-là? Deuxième forme mésomère. On continue. Voilà. Et donc, du coup, c'est pas compliqué. Hop, hop. Là, ce qui se passe, en fait, c'est que forcément, c'est logique. On a mis un moins, ça fait une double liaison. Celui-ci part, ça enlève la double liaison. Et donc, ça crée ici un moins avec un doublé. Et puis, de l'autre côté, à un moment donné, on va venir recréer quelque chose. Donc là, le moins qui est ici, et ben forcément, ça va venir attaquer la liaison. Et à partir du moment où vous attaquez la liaison, c'est logique, ça rattaque ici. Ok? Sur le carbone d'après. On continue. Donc voilà, faire dessiner des formes mésomères, je sais que c'est pas évident, il faut s'entraîner. Hein. Une fois qu'on a ça, on continue. Voilà, donc là, on a une double liaison ici. Ici, on va avoir la double liaison qui est formée par rapport à celui-là. Et puis ici, on a ici un moins, d'accord, qui se crée par rapport à ça. Un moins, et donc du coup, un doublé. Et ici, on a notre double liaison O. Et qu'est-ce qui se passe? Pour terminer, le moins, il vient ici. Et ici, ça se recrevit. Et finalement, qu'est-ce que ça forme? Eh bien, on reforme celui de départ. Voilà. Ok, vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris comment on fait? Donc, du coup, combien il y a de formes mésomères sur celui-ci? Eh bien, il y en a 3. 1, 2 et 3. Ok? Voilà. C'est ça qu'il faut bien maîtriser et bien retenir. Ok? Ça va? Alors, aussi un autre point technique par rapport aux formes mésomères. Il faut savoir comment on peut influencer finalement l'acidité aussi avec les formes mésomères. Puisque aussi, ça a une grande influence sur le pKa. Donc, en fait, plus la liaison OH, elle va être riche en électrons, d'accord, plus ça va être difficile de la rompre, et donc plus le pKa va être élevé. Donc, pKa élevé.
Au contraire, si on va avoir donc une liaison OH qui va être pauvre en électrons, dans ce cas-là, le pK va baisser. D'accord? Voilà, ça c'est les petits points de cours à maîtriser si vous avez des QCM sur ces points-là. Ok, à connaître par cœur. Ça va? Ok, c'est pas forcément le truc le plus compliqué, mais bien sûr, c'est le truc qu'il faut savoir faire et qu'il faut savoir maîtriser. Alors, une fois qu'on a travaillé sur ça, ce que je vous propose, c'est qu'on aille un petit peu travailler sur ce qu'on appelle la règle de Hunkel pour définir un composé aromatique. C'est l'état initial le plus stable. Effectivement, ça va être le premier hein, qui est le plus stable. Ok, ça reste toujours celui-ci. Voilà. Ok. Alors, pour définir ce qu'on appelle... Attends, je vais le mettre comme ça. Ah, pour que j'ai un peu plus de place. Voilà. Donc là, on va définir l'aromaticité. D'accord? Donc, en gros, on a ce qu'on appelle la règle de Huckel. D'accord? Donc, l'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'on est face, en fait, à un composé aromatique. Ok? Donc, quand est-ce que c'est aromatique, tout ça? Comment ça marche? Voilà. Comment ça marche? Voilà, c'est ça l'idée. Alors, plusieurs règles. Première chose, bah forcément, vous avez compris, aromatique, c'est un composé qui est cyclique. De base. Ok? Ensuite, la molécule est plane. Deuxième règle, la molécule est plane. Troisième règle, il faut que ce soit entièrement conjugué. Ok? Entièrement conjugué. Ça, c'est important. Et ensuite, il faut respecter la règle de la formule suivante, c'est-à-dire 4n plus 2 électrons pi. Voilà, ça, c'est la formule pour être sûr que c'est bien aromatique. Ok? Alors, on va prendre quelques exemples, histoire que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Si par exemple, je prends alors, les trois là que vous devez connaître en chimie organique. Donc, on a le naphthalène, l'anthracène et le phénanthène. D'accord? Ces trois molécules-là, elles sont, bien sûr, on les voit bien, là, elles sont cycliques, elles sont planes, pas de problème. Et en fait, elles vont respecter finalement la règle de Hunkel avec 4n plus 2e. D'accord? Alors, on vérifie, en fait, il suffit de calculer le nombre tout simplement de doubles liaisons. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 4 fois 5 plus 2e. Voilà, enfin l'idée c'est de définir le nombre d'électrons délocalisables. C'est pas comme ça que je vais le définir, ce sera plus facile à l'envers. Voilà, 4n égale 10 électrons. Voilà, c'est l'idée. Hein. Donc on a 5 doubles liaisons, donc ça fait 10 électrons délocalisables. Et donc on cherche n. Ça doit être un nombre entier. Donc là on va le mettre de l'autre côté. Ça fait 4n égale 8 électrons. Ça fait n égale 8 sur 4, c'est-à-dire 2 électrons. C'est bon. N égale 2, parfait. Si c'est un entier, c'est que c'est bien aromatique. On fait la même chose avec l'anthracène, le phénanthène et tous les autres composés aromatiques et on regarde effectivement si ça fonctionne. Ok? Voilà, c'est ce qu'on appelle des molécules polycycliques, ça. Ok? Et donc on doit vérifier bien sûr si ça marche pour tout type de molécules. On peut faire ça avec des hétérocycles aussi. Je vous montre rapidement si vous voulez. Les hétérocycles, c'est ça. Par exemple, c'est les pyridines, thiophènes, pyrrole, furane, etc. Et on doit, pareil, utiliser la même formule et savoir effectivement si c'est bien aromatique ou pas. Ok? Une fois que vous avez ça en tête, vous savez tout faire. Hein. Ok, ça va? Vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Je m'arrête 2 minutes. Est-ce que vous avez des questions sur partie inductive, partie mésomère? Ça dépend que vous voulez que je revienne dessus. Ce que je vous propose après, c'est qu'on fasse quelques petits exemples. Ces exemples-là, je ne les mettrai pas en replay. D'accord? Donc, c'est maintenant ou jamais que vous faites des exemples avec moi ou pas. D'accord? Et puis, rappelez-vous, je vais faire une classe virtuelle ce samedi. Si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez exceller sur cette matière-là, participez aux classes virtuelles, vous allez apprendre énormément. D'accord? Et je répondrai en détail à toutes vos questions pendant la séance. Vous pouvez refaire le n égale 3. Le n égale 3, ça c'est pour l'anthracène par exemple.
Ok, alors pour le n égale 3, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'accord? Donc j'ai 14 électrons délocalisables. Si je prends la formule, ça fait 4n plus 2e. Donc 4n égale 12 électrons. Donc n égale 12 sur 4 égale 3. Voilà. Ok? Ça va? Voilà, donc ce concept-là de règle de Huckel, pour l'aromaticité, je vais vous le dire direct, ça fait toujours partie des QCM que vous avez au concours. C'est des trucs hyper faciles. Si vous oubliez ça, vous perdez des points bêtement, clairement. Alors que c'est cadeau. Hein, ça, c'est cadeau direct. C'est dommage quand même. Ça serait dommage, on va dire. Hein. Ok, ça va?